ce qui fait exaltation délirante médiatique, c'est le grand remplacement. Alors, plein de gens voient bien, avec leurs yeux, dans la réalité des quartiers, dans la réalité de la vie. Vous allez sur Internet, vous avez des vidéos de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, la France des années 60, le métro des années 60, les banlieues des années 60. Bon, aujourd'hui, vous débarquez à Saint-Denis, la basilique des rois de France, mais qui n'est pas, on y reviendra tout à l'heure, que la basilique des rois de France. C'est la basilique où tous les toxins incendiaires de la lutte des classes radicales se sont positionnés. Bon, je veux dire, Saint-Denis n'est plus Saint-Denis. Donc, on voit bien que quand les gens qui sont sur les ronds-points se posent la question de l'immigration et du remplacement, ils se la posent, même s'ils n'ont pas lu le texte de Marx de 1868 sur le remplacement, ils se la posent d'une question d'un point de vue de lutte de classe. La question du remplacement, c'est pas une question simplement visuelle, c'est des blancs qui disparaissent et c'est des maghrébins et des noirs qui s'y substituent. C'est que c'est un mode de vie, c'est un mode de contestation sociale, c'est un mode d'esthétisme, c'est un mode de cuisine, c'est un mode de jouissance, c'est un mode d'incendie social. C'est-à-dire que le bistrot des années 30, des années 50 ou des années 60 à Saint-Denis, où il y avait effectivement le Beaujolais et la rillette, la contestation et la radicalité. Ça n'a rien à voir avec le kebab pourri et le soda et le Coca-Cola de l'ordre américain. Donc, les gens qui sont rentrés dans la dynamique de classe du mouvement des Gilets jaunes et qui se sont posé la question du remplacement. Même s'ils n'avaient pas lu Marx, ils ne se sont pas posé la question du remplacement comme toute une série d'intellectuels réactionnaires débiles qui disent « Ah ben ça y est, les couleurs changent ». Les Gilets jaunes ne se sont pas posé la question du fait que les couleurs changeaient. Ils se sont posé la question, même s'ils ne l'ont pas conscientisé de manière radicale, du point de vue de la lutte de classe. Saint-Denis, il y a 30 ans, avec ses bistrots, ses interrogations, la lutte de classe, la radicalité, c'était pas toute une série de bons hommes et de bonnes femmes enfermés dans toute une série de serpillières idéologiques et vestimentaires qui en faisaient des sujets de soumission. Donc les gens comprennent bien que le capital a besoin de populations soumises, enfermées dans des scléroses pathologiques, et que casser la lutte de classe du prolétariat, c'est effectivement remplacer les populations. Et ça n'a rien à voir avec la religion ou le racisme en premier lieu, ça a strictement à voir avec la problématique de la lutte de classe. Les Gilets jaunes qui vivaient dans Seine-Saint-Denis, ils se sont barrés de Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que ce n'est pas des Gilets jaunes qui se sont barrés de Seine-Saint-Denis, mais c'est une population qui a produit les Gilets jaunes qui a quitté la Seine-Saint-Denis. J'ai connu La Courneuve et Aubervilliers avec des prolétaires français massivement vivant là. Ils ne sont pas partis un beau matin. On les avait déportés de Paris au niveau de toutes les productions immobilières de la Novation pour créer justement, dans le cadre de la crise de la rente foncière, le nouveau Paris immobilier. Comme il y a eu le nouveau Bordeaux immobilier, comme il y a eu le nouveau Toulouse immobilier. Donc, les prolos sont partis en banlieue. Et pourquoi ils sont très partis de la banlieue? Parce que la rencontre entre les prolos, entre guillemets, de souche, les vieux Gaulois réfractaires, et l'immigration est intolérable au quotidien. Oui, sûr. La nana qui a les épaules dégarnies, le type qui mange du saucisson, le type qui aime le Beaujolais, qui s'interroge, qui est dans une parce qu'il faut toujours se rappeler que ces populations-là, qu'elles soient coraniques extrêmes, coraniques mijorées, coraniques assouplies, c'est toujours la Torah de soumission, puisque l'islam n'est qu'un judaïsme simplifié. C'est la Torah des obligations, c'est la Torah de la frustration, c'est la Torah des soumissions. Et donc, je veux dire que nous sommes dans le continent de la radicalité subversive. Je demande à vos auditeurs d'aller lire les textes de Marx et de Engels, de la nouvelle Gazette rhénane,
entre septembre, octobre et novembre 1848. Engels fait un voyage de Paris à Berne et il rencontre les paysages, les histoires, les populations. Il parle de l'Espagne, il parle de l'Angleterre, il parle de l'Italie, il parle de la France. Engels dit la France est le continent de la radicalité au centre du centre. C'est le cœur et c'est la conscience de toutes les subversions possibles. Il parle des vignes, il parle du fromage, il parle des paysages. Donc la France n'a pas produit la Commune de Paris en 1871 parce qu'il y aurait une prédestination biologique. C'est parce qu'il y a une longue histoire de rapports sociaux qui ont produit un déterminisme qui font que, moi j'ai connu le Paris des années 60 et 70, même quand il n'y avait pas la Révolution, il y avait quelque part la pré-révolution, les bistrots, les quartiers. Aujourd'hui, quand on vous dit quartier, c'est un mot linguistique de cachement et de voilement pour pas dire que c'est les banlieues de l'armée de réserve. On dit les quartiers. Et quand on dit les quartiers, ça veut dire qu'il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus de Beaujolais, il n'y a plus de saucisson, il n'y a plus de rillettes, il n'y a plus d'insurrection sociale, il n'y a plus de réflexion. Donc, c'est tout ça qu'il faut se poser comme question. Et là, on en revient à un texte qui est prodigieux et qui est le texte que Engels, dans tous les débats qu'il avait eus avec Marx, a produit, les origines du christianisme. Dans ce texte, Marx oppose, à la suite de la question juive, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et ça va nous permettre d'arriver à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que dit Engels dans ce texte? Il dit qu'il y a une différence radicale entre l'islam et le christianisme. Il n'y a qu'un islam. C'est l'islam de soumission dans la Houma de servitude qui reproduit la Torah de servitude. Le Coran, c'est le Talmud pour tout le monde. C'est les lois noachides de l'universalisation aliénatoire. Donc, une synagogue, c'est un lieu d'aliénation centrale. Une mosquée, c'est un lieu d'aliénation centrale. Et Engels analyse, et je vous en parle parce que j'ai un correspondant marocain avec qui on discute beaucoup des Almohades et des Almoravides. Et Engels prend l'exemple des conflits entre Almohades et Almoravides dans la circularité fermée du monde coranique. Et qu'est-ce que dit Engels? Il dit, entre les citadins des villes et les bédouins des campagnes, il y a constamment une conflictualité qui fait qu'à un moment donné, on renverse l'ordre établi, mais pas pour abolir l'ordre établi, pour changer les détenteurs de l'ordre établi. Et Engels dit, il y a une différence essentielle entre la temporalité ouverte de l'Europe, qui vient des communautés germaniques sur la décadence de l'Empire romain, et l'ordre coranique qui reproduit l'ordre talmudique. C'est-à-dire que quand je suis au Maghreb, ou quand je suis en Orient, et on a la même chose avec le despotisme étatique de la Chine et de l'Inde, quand il y a une insurrection, quand il y a un conflit, elle vise à redistribuer les sédiments du pouvoir pour organiser le pouvoir différemment. Mais il n'y a jamais, dit Engels, de lutte anti-étatique et anti-mercantile. On veut changer l'État et on veut modifier l'argent, mais on ne veut jamais les abolir. On ne veut jamais les abolir. Et Engels dit, en Europe, c'est quelque chose de différent. Une temporalité de radicalité s'ouvre à partir de l'offensive communiste, de la radicalité christique. Et il dit, c'est le mot exact qu'il emploie, en Europe, sur le terrain du christianisme, ça marche. Quand Notre-Dame de Paris a brûlé, toute une série de crétins laïcistes maçonniques du capital ont dit, mais Notre-Dame de Paris, c'est un lieu de soumission. Que faut-il être bête et ignorant pour ne pas savoir qu'il y a une différence radicale entre une synagogue, une mosquée et une église? Jamais la synagogue n'a porté à l'incendie social. Jamais la mosquée n'a porté à l'incendie social autre qu'à changer le pouvoir pour transformer la maîtrise. Quel est le seul lieu religieux
où les tocsins de l'insurrection, en l'Église, par-delà les pouvoirs de la noblesse, de la bourgeoisie, du fils, appelaient à l'insurrection christique. Et on retombe sur Marx et sur Engels. Je renvoie nos lecteurs et nos auditeurs au texte de Marx et d'Engels sur l'insurrection paysanne. Je les renvoie à un de mes derniers ouvrages sur les commentaires sur la phase terminale des temps derniers, où je parle justement des communautés radicales. Notre-Dame, Maître Jacques vient prêcher à Notre-Dame de Paris l'insurrection sociale pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent, contre le pouvoir de Saint-Louis, contre le pouvoir de la bourgeoisie. Donc, quand les types crétinisés de l'idéologie contemporaine vous disent « Ah ben les lieux de culte, Notre-Dame de Paris, lieu de soumission ». Non, une synagogue est un lieu de soumission, où les hommes et les femmes sont séparés dans la génuflexion devant la Torah de servitude. Dans une mosquée, les hommes et les femmes sont séparés dans la génuflexion devant la Houma de servitude. Dans une église, les hommes et les femmes sont réunis et il y a le discours de servitude qui vient les effleurer. Mais il y a au même temps le discours d'insurrection qui vient abolir le discours de servitude. Donc, il y a une différence essentielle entre une église, une mosquée et une synagogue. C'est que dans des milliers d'églises, dans l'histoire des longues jacqueries insurrectionnelles du christianisme radical, on est venu contre le clergé, contre la bourgeoisie, contre la noblesse, faire sonner le tocsin de l'insurrection pour retrouver les communaux de la radicalité contre l'argent et contre l'État. Donc, Notre-Dame de Paris est certes un lieu de soumission pour les clergés qui ont accompagné le développement de la valeur d'échange, mais c'est en même temps un lieu d'insurrection, comme toutes les églises où, durant des temps antérieurs à la Révolution de 1789, les va-nu-pieds, les croquants, toutes les dynamiques sociales insurrectionnelles paysannes ont fait parler la voix du Christ. Donc, il y a une différence essentielle que Marx, dans la question juive, et que Engels, dans les origines du christianisme, a posée. Une synagogue est un lieu de servitude, une mosquée est un lieu de servitude, et une église est un lieu de rencontre entre la servitude et l'aliénation qui se dépasse dans l'insurrection. Mais jamais, et c'est le texte de Engels, on a vu une radicalité anti-argent, anti-État naître en Orient ou en Afrique. On a vu des recompositions pour que les maîtres de l'argent et de l'État changent, mais le lieu central, et c'est pour ça que le manifeste communiste et toutes les luttes de classe radicales sont nées en Europe, dans leur production théorique et dans leur production pratique, et c'est pour ça qu'est posée la question du remplacement, et c'est pour ça que les Gilets jaunes ont très très bien compris que au moment où, si le grand remplacement prévu par Marx aboutissait au bout du bout, ce qui est en jeu du point de vue de la lutte de classe, c'est l'écrasement du prolétariat européen par le cosmopolitisme de la marchandise dictatoriale.